deux policiers arrogants pensaient effectuer une opération de routine lorsqu'ils l'ont arrêté. Pourtant, derrière le regard calme de la femme menottée se cachait un agent de la DEA qui les traquait depuis des mois. Le tronçon de l'autoroute 82 juste après Thomas, en Alabama, était long et désert, bordé d'une multitude de pins et de quelques boîtes aux lettres rouillées penchées vers la route. Il était un peu plus de 20 heures, et le ciel était d'une intense lueur orangée qui brouillait légèrement le paysage. Tasha Ellison, 38 ans, rentrait chez elle à Jackson, dans le Mississippi, après avoir assisté à une conférence médicale le week-end dernier à Montgomery. Sa playlist diffusait du jazz doux et son téléphone était réglé sur « Ne pas déranger ». Elle avait déjà emprunté cette autoroute à maintes reprises. Elle ne roulait pas trop vite et ne faisait pas d'embardées, ses vitres étaient remontées, sa voiture propre et sa ceinture de sécurité attachée. Alors, quand des gyrophares bleus ont soudainement brillé dans son rétroviseur, sa première réaction n'a pas été la panique, mais plutôt une légère contrariété. Elle a ralenti, actionné son clignotant et s'est rangée sur le bas-côté. Elle a baissé la vitre, posé les deux mains sur le volant et attendu. Un grand policier s'approcha, la main posée nonchalamment sur son arme. Sans un salut, d'une voix neutre et sans aucun contact visuel, il dit « Permis et immatriculation ». Tasha lui tendit les documents en silence. Il les regarda à peine avant d'indiquer la banquette arrière d'un signe de tête. « Tu voyages seul ?» demanda-t-il. « Oui. »« D'où viens-tu ?»« Conférence médicale. »« Montgomery. »« Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ?»« Bagages. »« Affaires de travail. » Il tapota 2 fois sur le toit de sa voiture. « Ouvre-la. » Tasha fronça légèrement les sourcils. « Il y a une raison ? Tu as un problème ? » « Non, » répondit-il catégoriquement alors qu'elle tendait la main vers la poignée du coffre. L'officier revint sur ses pas et, quelques instants plus tard, un autre arriva, un homme plus costaud avec une barbiche et des lunettes de soleil à verre miroir, même dans la faible lumière du soir. Ils fouillèrent ses affaires pendant plusieurs minutes. Tasha garda les yeux rivés sur le rétroviseur, sentant que quelque chose clochait. Non pas l'interpellation en elle-même, mais l'énergie et le silence entre les agents et la façon dont le second la regardait sans cesse comme pour vérifier si elle la regardait. Puis le premier officier est revenu. « Sortez du véhicule. »« Excusez-moi, » dit-elle. « Sortez maintenant, » a-t-il insisté. Sa voix restait ferme. « Peux-tu me dire ce qui se passe ? Nous avons trouvé une substance réglementée dans votre sac. »« De la cocaïne. » Tasha cligna des yeux, incrédule. « Non, tu ne l'as pas fait. » Le second officier, l'agent Sharp, son badge à peine visible sous son gilet, se plaça derrière elle. « Tournez-vous. » Main dans le dos. « Je ne consens pas à cette fouille, » dit-elle plus fort. « Je ne résiste pas, mais vous faites une erreur. » Les menottes claquaient autour de ses poignets. « Je n'ai aucun casier judiciaire, » dit-elle calmement. « Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez m'appeler. » « Nous en parlerons au poste, » coupa l'officier Callen en l'escortant vers la voiture de patrouille. « Vous pouvez l'expliquer au juge, » ajouta-t-il froidement. Ils la poussèrent sur la banquette arrière sans un mot. Son souffle devint court, mais elle ne résista pas, du moins, pas encore. Dans son esprit, tous les scénarios possibles se bousculaient. Sa véritable identité était dissimulée sous la doublure de sa valise. Son téléphone jetable, crypté et inutilisé depuis jeudi, reposait dans la boîte à gants. Elle regardait à travers la cage métallique de la voiture de patrouille, immobile et sans cligner des yeux. Dehors, Ken plaisantait avec Sharp en disant qu'il s'agissait d'une autre femme qui essayait de faire l'innocente. Ils riaient, ignorant à qui ils avaient affaire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Tasha n'était pas une simple femme sur la route. Elle traquait des hommes exactement comme eux. La salle de réservation sentait l'eau de javel et la friture. Tasha était assise tranquillement sur un banc boulonné au mur, les poignets toujours menottés, son blazer froissé, l'air impassible. Elle ne donna que son nom et sa date de naissance, rien de plus. Chaque réponse était brève mais polie. Pendant ce temps, elle notait mentalement chaque détail. Les adjoints ont pris leur temps pour l'examiner. L'un d'eux a demandé quel genre de nom était Ellison. Un autre a demandé si elle avait des tatouages. Elle a ignoré les deux. Ils ont pris sa photo d'identité en silence, ont relevé ses empreintes digitales avec brutalité et ont confié ses vêtements à une gardienne pour la fouille corporelle obligatoire. Dans la pièce froide et carrelée, Tasha se tenait les bras levés tandis que le garde fouillait la contrebande. Ce n'était pas sa première fois.
Ce qui la brûlait encore, c'était la routine ressentie par ceux qui s'y livraient, comme si la dignité n'était plus un critère. « Accroupissez-vous », ordonna le garde d'un ton catégorique. Tasha s'exécuta sans la moindre trace d'émotion. Lorsqu'on lui remit un uniforme de prison orange délavé, un 2 pièces ample qui lui tombait à la taille, elle s'habilla lentement et retourna au quartier de détention, rejoignant 6 autres femmes. L'une d'elles, âgée d'accent grave peine 20 ans, la regardait sans cesse. « Tu le savais ?» demanda la fille. Tasha fit un bref signe de tête. « Juste de passage ?» La fille sourit. « Comme nous tous, n'est-ce pas ?» Le temps s'écoulait étrangement à l'intérieur. Tasha comptait les minutes grâce au scintillement de la lumière du plafond, au claquement de chewing-gum de la réceptionniste et au grincement mécanique des distributeurs automatiques qui ne fonctionnaient jamais. Mais son esprit n'a jamais cessé de tourner. Son responsable, Roi Talbert, ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles avant lundi matin. Elle était censée lui rapporter les conclusions de la conférence, aux conclusions qui servaient en réalité de couverture à une rencontre avec un informateur de niveau intermédiaire concernant l'infiltration des forces de l'ordre dans les petits comtés du Sud. Elle n'avait pas dit à Roy qu'elle avait pris l'autoroute 82. Maintenant, elle le regrettait. Elle scruta le coin de la cellule à la recherche d'une caméra. Elle était là, cachée sous un dôme noir, partiellement masqué mais visible. Elle mémorisa chaque recoin de la pièce, chaque badge, chaque document passant à sa vue. Vers minuit, un adjoint est arrivé pour l'escorter à un entretien individuel. Ils ont appelé cela une première comparution, mais il n'y avait pas de juge, seulement un bureau, une chaise en métal et un homme qui s'est présenté comme son avocat commis d'office. « Je m'appelle Ben Ridley. Vous pouvez m'appeler Ben. Écoutez, je ne vais pas vous mentir. Ce sont des accusations graves. La possession avec intention de redistribuer a du poids dans ce comté, dit-il en lui lançant un regard incertain. Considérant quoi, demanda-t-elle d'un ton neutre. Il haussa les épaules. Tu n'es pas vraiment du coin. Le juge de demain, c'est du vieux. Il n'appréciera pas d'être réveillé tôt juste pour toi. Je ferai de mon mieux, répondit-elle, mais tout dépendra de ce qu'ils disent que vous aviez en votre possession. Ils disent qu'ils ont trouvé de la cocaïne, a déclaré Tasha. Ouais. Emballé et étiqueté. Je n'avais pas de drogue. Je n'en ai jamais consommé. Ben se gratta la barbe. Bon, je ne dis pas que tu l'as fait, mais si c'était dans ta valise, ce n'était pas à toi. Alors nous nous battrons, dit Tasha en le fixant. Il n'y avait aucune confiance dans ses paroles, aucun plan, aucune curiosité ou juste le genre de résignation qui vient après avoir traité trop de cas qui se terminent de la même manière. De retour dans sa cellule, elle resta assise en silence. Un garde passa, jeta un coup d'œil, chuchota à un autre adjoint et rit doucement. Elle n'a pas bronché. Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Cela la rendait dangereuse. Cela la rendit patiente. Elle n'attendait pas seulement d'être libérée. Elle attendait qu'ils commettent leur prochaine erreur. Le lendemain matin, le bruit s'est intensifié dans la prison. Quelqu'un, au bout du couloir, a crié à propos d'un appel téléphonique. La jeune fille de la cellule de garde à vue avait disparu. Le petit déjeuner est arrivé, du gruau froid servi avec une cuillère en plastique. Tasha n'a rien mangé. Elle avait dormi peut-être 90 minutes, mais son esprit était extrêmement vif. Vers 8 heures du matin, 2 gardes sont entrés, tous deux arborant cette même démarche de demi-pension qui lui a retourné l'estomac. Ellison, aboya l'un d'eux. Debout. Elle se tenait à nouveau debout, les mains derrière le dos, cette fois avec moins de douceur qu'avant. Ils l'ont fait passer devant un couloir bordé de cellules à barreaux et l'ont conduite dans une pièce plus petite où les officiers Callen et Sharp attendaient. Ce n'était pas une procédure. Pas d'avocat, pas de paperasse, pas d'huissier de justice. Juste eux. Tu te souviens de moi? Demanda Sharp, les bras croisés. Tasha le regarda fixement. Callen sourit en s'appuyant contre le bureau. On a eu un peu plus de temps pour fouiller tes affaires hier soir. Devine ce qu'on a trouvé? Elle n'a rien dit. Un deuxième téléphone, dit-il en brandissant son graveur crypté. Tu vas nous dire à quoi ça sert? C'est une propriété personnelle. Vous n'avez pas de mandat, dit-il en riant. Vous n'êtes pas vraiment en position de lancer des termes juridiques. C'est vous qui avez été arrêté avec une quinzaine de grammes de cocaïne. Tasha garda une voix mesurée. C'est toi qui as planté ça. Le visage de Sharp tressaillit légèrement.
Kalen, lui, garda le sourire. Tu as de la chance qu'on ne t'ait pas accusé d'obstruction ou de résistance. Je n'ai pas résisté. Tu n'as pas souri non plus, dit Kalen avec un clin d'œil. Puis Sharp fit un lent pas en avant. Tu as une attitude particulière. Tu te crois plus intelligent que nous. Tasha pencha la tête. Je sais que je le suis. Sharp fit un mouvement comme pour l'atteindre, mais Kalen leva la main. Pas ici. La pièce resta silencieuse pendant un moment. Laisse-moi deviner, dit-elle lentement, ses yeux se déplaçant entre eux. Vous deux, vous faites des heures supplémentaires, toujours les derniers à terminer votre service. Vous voyez juste assez de drogue pour signaler, mais gardez le reste pour des faveurs, la revente ou le silence. Vous contrôlez des conducteurs que vous ne reconnaissez pas, toujours à la recherche de la prochaine cache. Aucun des deux agents n'a parlé. Vous ne vous attendiez pas à quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi, demanda Kalen d'un ton moqueur. Tasha se pencha légèrement. Quelqu'un qui connaît la chaîne de traçabilité. Quelqu'un qui connaît déjà votre commissariat et qui a déjà 3 signaux d'alarme des affaires internes. Quelqu'un dont le vrai nom et le vrai métier vous enseveliraient sous la paperasse et les accusations fédérales. La salle se tendit. Kalen perdit son sourire. Tu as une bouche, marmonna Sharp. Tasha le regarda dans les yeux. Tu as un badge que tu ne mérites pas. Kalen s'avança. Attention. Tu veux qu'on ajoute des menaces à ta liste? Tu as déjà menti. Pourquoi ne pas continuer? Il la fixa du regard, puis, sans un mot, se tourna vers Sharp et lui tendit le téléphone. Mettez ça dans la boîte pour l'instant. Elle va au tribunal dans 1 heure. Alors qu'il la ramenait en détention, Tasha aperçut un autre policier qui passait. Son badge indiquait, jeune, surveillant tout. Il ne dit pas un mot, mais elle vit une lueur de doute sur son visage. Ce fut le premier craquement. De retour dans sa cellule, elle s'assit de nouveau, ignorant le plateau de flocons d'avoine tiède laissé sur le banc. Ses pensées s'emballaient. Kalen et Sharp n'étaient pas seulement sales, ils étaient négligents et arrogants. Ils se croyaient intouchables. Mais maintenant, elle avait des visages, des habitudes et un comportement. Ils s'étaient exposés. Le téléphone jetable n'était jamais utilisé. Il était impossible de le déverrouiller sans son empreinte digitale et une séquence que seuls elle et Roy Talbert connaissaient. Cela signifiait qu'elle gagnerait du temps. Ils construisaient un faux récit, mais elle n'allait pas les arrêter. Pas encore. Plus ils creuseraient, pire ce serait pour eux. 5 ans plus tôt, Tasha Ellison était assise dans un café près de B Street à Memphis, sirotant un café léger en faisant semblant de lire un magazine de voyage. Elle n'était pas là pour le jazz ou la nourriture. Elle observait un homme nommé Derek Vaughan, un ancien agent pénitentiaire désormais soupçonné d'être le fournisseur d'un réseau de trafic de méthamphétamine depuis l'ouest du Tennessee. Ce jour-là, elle ne s'appelait pas Tasha. C'était Latrice Monroe, et elle n'était pas consultante pharmaceutique. C'était une étudiante en décrochage scolaire, avec 3 arrestations sous scellé et un petit ami en prison à Parchement. C'était le personnage qu'elle incarnait, et elle le jouait bien. Le travail à la DEA se résumait rarement aux armes ou aux arrestations spectaculaires, il était question de silence, d'écoute, d'observation et de patience face aux excès de vitesse. C'est ce qui faisait sa force. À 30 ans, elle s'était forgé une réputation de fantôme au sein de l'agence, celle d'une personne capable de passer inaperçue à la vue de tous. Elle n'était ni tape à accent grave-l'œil ni tapageuse. Elle ressemblait au genre de femme qui plie le linge pendant les marathons de télé-réalité. C'est pourquoi elle était précieuse. Sa mission actuelle avait débuté il y a un peu moins d'1 an. Un signal d'alarme discret avait été lancé concernant la disparition de preuves liées à la drogue dans certains comtés ruraux, des cas où des arrestations avaient eu lieu, mais où les poursuites avaient disparu. Des dossiers avaient disparu. Des biens n'avaient jamais été restitués. Les tendances étaient subtiles, mais constantes. Tolbert, son supérieur, l'a convoqué autour d'un petit déjeuner de tacos. « J'ai besoin de quelqu'un qui ne ressemble pas à un agent fédéral, a-t-il dit. « Tu veux dire une femme noire en talons, répondit-elle en haussant un sourcil. « Je veux dire quelqu'un qui leur fait peur en n'ayant pas peur. » Elle a réagi rapidement. Elle s'est créée une fausse identité, une consultante pharmaceutique ayant pour raison de voyager souvent dans les États du Sud, et qui prenait parfois la voiture plutôt que l'avion. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelqu'un qui pourrait donner l'impression d'avoir accès à des médicaments suffisamment pour éveiller les soupçons, suffisamment pour susciter l'intérêt.
Tasha avait déjà pris contact avec 2 informateurs clés, un ancien agent de terrain du comté de Moringo et un technicien en pharmacie de Starkville, licencié dans des circonstances étranges. Leur récit dressait le même tableau, des adjoints de petite ville, dotés de trop de pouvoir, fouillant dans les coffres à preuves et concluant des accords secrets. Elle ne s'attendait pas à atterrir si près de l'opération aussi vite. Mais lorsque Callen et Sharp l'arrêtèrent, elle reconnut immédiatement le nom de Callen. Il était apparu 2 fois dans des rapports confidentiels qu'elle n'était pas censée voir. Ils avaient maintenant accès à son dossier. De nouveau assise dans la cellule de détention, elle appuya sa tête contre le mur de béton et ferma les yeux juste une seconde. Elle pensa à son père, pompier à la retraite, qui disait « Ne crie jamais quand tu peux chuchoter et te faire entendre ». Elle avait bâti toute sa carrière autour de cette idée. Elle était maintenant enfermée dans la prison d'une petite ville où les bons vieux la prenaient pour une proie facile. Il n'avait aucune idée qu'il venait de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Elle avait des noms. Elle avait des comportements. Elle avait accès aux images de leurs caméras corporelles. Si elle n'avait pas été mystérieusement éteinte, cela aurait suffi à déclencher des signaux d'alarme. Mais elle devait gagner du temps jusqu'à ce que Talbert la retrouve. Il la retrouverait, comme toujours. Elle avait raté le créneau horaire du lundi. Rien que ça déclencherait une crise. Il lui fallait juste attendre encore un peu et les laisser creuser leur propre tombe. La salle d'audience était plus petite que Tasha ne l'avait imaginé, murs sobres, portraits délavés, ventilateur de plafond qui grinçait à quelques rotations près. Il n'y avait ni journaliste, ni public, juste quelques greffiers blasés, un huissier somnole et le juge Ronald Beckwith, qui semblait avoir été tiré du lit 10 minutes plus tôt et n'avoir pardonné à personne. Tasha fut conduite par une porte latérale, entravée aux poignets et aux chevilles, vêtue du même uniforme orange ample. Les chaînes tintaient tandis qu'elle marchait, chaque bruit résonnait. Elle était assise à côté de Ben Ridley, l'avocat commis d'office surmené qui ne l'avait toujours pas regardé ce matin-là. De l'autre côté de la pièce, les agents Callen et Sharp se tenaient, raides et suffisants, tous 2 en uniforme repassé. Sharp lui lança un sourire narquois. Callen ajusta son col comme s'il se préparait à porter un toast de mariage. Le juge Beckwith s'éclaircit la gorge. Allons-y. Les chefs d'accusation ont été lus. Le greffier a énuméré la liste, possession en vue de distribution, appareils électroniques suspects, refus de coopérer. Tasha garda le visage impassible, mais intérieurement, sa mâchoire se crispa. Rien de tout cela n'était réel, mais c'était net, propre, fabriqué avec juste ce qu'il faut de vérité pour paraître possible. Callen a été le premier à témoigner. Il a témoigné avoir intercepté le véhicule pour comportement suspect, le véhicule a brusquement changé de voie sans activer son clignotant. Le conducteur s'est montré évasif lorsqu'il a été interrogé et on lui a demandé de sortir. J'ai découvert une grande quantité de stupéfiants présumés dans le coffre, emballés et dissimulés, a déclaré Callen. Une résistance, a demandé le juge. Minimale. Elle a essayé de discuter, prétendant qu'elle ne savait pas ce que c'était. Et a-t-elle donné une explication raisonnable pour le 2e téléphone? Non, monsieur. Il a dit que c'était privé. Ben Ridley a griffonné quelque chose sur son bloc-notes qui ressemblait plus à un gribouillage qu'à une note. Merci, officier Callen, a déclaré le juge. Sharp suivit. Sa voix était douce, mais Tasha en avait saisi le rythme répété. Il gardait les yeux fixés droit devant lui, sans jamais la regarder, c'était révélateur. Même les menteurs avaient parfois des limites à ne pas franchir en la regardant dans les yeux. Il a témoigné que la substance testée était positive, que le téléphone était crypté au-delà de ce que n'importe quel civil normal pourrait utiliser et qu'elle avait refusé d'identifier son employeur. Le juge Beckwith hocha la tête. Il semblerait que nous ayons affaire à un passeur de drogue hors pair. La libération sous caution est refusée. Elle sera placée en détention provisoire jusqu'à nouvel ordre. L'interruption est venue du fond de la salle d'audience. Tout le monde s'est retourné. Un homme en costume anthracite, gris aux tempes, franchit la porte, un porte-document en cuir noir à la main. Son ton était calme mais inimitable. Je suis l'agent spécial Roi Talbert. DEA. Je dois vous parler en cabinet. Le juge plissa les yeux. Pardon? Talbert s'avança et lui tendit un document. C'est un dossier fédéral scellé. Vous voudrez le consulter officieusement. Callen se déplaça. Sharp cligna des yeux. Ben Ridley se tourna enfin vers Tasha, les yeux écarquillés. Le juge parcourut les premières pages,
puis releva lentement les yeux. L'audience est suspendue. 5 minutes. Tout le monde est dehors, sauf l'agent Albert et Madame Ellison. Tasha se leva. L'huissier la libéra sans un mot. Elle marcha à côté de Talbert vers le cabinet du juge, la pièce entière était plongée dans un silence de mort. Derrière elle, Sharp murmura, « Que diable se passe-t-il » Callen ne répondit pas. Malgré le sentiment de contrôle qu'il ressentait, il venait de sortir vêtu d'un costume gris anthracite. Dans le cabinet du juge Beckwith, l'air était plus lourd. Les stores étaient tirés et les murs lambrissés s'assombrissaient sous la vieille lampe près de son bureau. Tasha se tenait à côté de Roi Talbert, qui avait déjà dézippé son dossier et étalé une pile de documents d'un demi-pouce sur la table du juge. Talbert n'a pas perdu de temps. « Votre honneur, vous avez devant vous une autorisation signée du ministère de la Justice, 2 mandats d'arrêt scellés émis par le district central de l'Alabama et un compte rendu complet de l'opération Gaycut. » Le juge a parcouru les documents, fronçant les sourcils davantage à chaque page. « Mademoiselle Ellison, poursuivit Talbert, n'est pas une messagère. C'est une agente de la DEA, infiltrée au niveau fédéral, qui enquête sous couverture depuis 11 mois sur des affaires de corruption interne liées à des vols de stupéfiants au sein des forces de l'ordre régional. » Le juge Beckwith s'adossa à sa chaise, tenant toujours un formulaire. « Ce sont des accusations graves. »« Ce ne sont pas des accusations, » a déclaré Talbert. « Ce sont des confirmations. » Il glissa une clé USB. Image de la caméra corporelle d'hier soir. On les a récupérés dans les archives du commissariat. Ce que vous verrez, si les fichiers n'ont pas encore été nettoyés, c'est l'agent Callen sortant un sac de sa poche et Sharp faisant référence à un téléphone jetable avant même qu'il ne soit découvert à mademoiselle. Les images du véhicule d'Ellison, combinées aux relevés GPS et aux communications interceptées déjà collectées, indiquaient clairement un coup monté. Le juge resta silencieux, tournant les pages sans bruit, respirant plus lentement. Finalement, Tasha prit la parole. « Votre honneur, je suis ses agents depuis mars. Ils ont une méthode, dit-elle fermement. Ils ciblent les voyageurs peu enclins à contester les accusations principalement des femmes, souvent seules. Les preuves disparaissent ou sont fabriquées. Jusqu'à hier soir, nous n'avions aucune vidéo directe. Maintenant, si. » Beckwith se passa une main sur le visage. « Je suis sur ce banc depuis 22 ans, dit-il doucement, et je n'aime pas qu'on me ridiculise. »« Tu n'étais pas le seul, » ajouta Talbert en tapotant un dossier sur la table. « Ils t'ont raconté des affaires truquées. Je comprends, tu leur faisais confiance. Mais là, c'est de la pourriture. Ça s'est répandu à vue d'œil. » Le juge leva les yeux, la voix basse. « Que voulez-vous de moi ?» La réponse de Talbert fut rapide et ferme. « Rejetez les charges immédiatement. Ensuite, gardez Ken et Sharp dans ce palais de justice pendant que nous déposons les mandats d'arrêt. Nous transférons la compétence au tribunal fédéral dans l'heure. » Le juge hocha lentement la tête et se leva. De retour dans la salle d'audience, la porte grinça et Beckwith reprit place. Tasha et Talbert le suivirent. Callen et Sharp restèrent les bras croisés, s'efforçant de paraître imperturbables. Ridley resta assis, et Kutu garda le silence. Le juge Beckwith n'y a même pas jeté un coup d'œil. Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve présentés par les autorités fédérales, il a déclaré « Toutes les charges retenues contre Madame Ellison sont abandonnées, avec effet immédiat. » Callen rejeta brusquement la tête en arrière, sous le choc. Sharp fit un pas en avant, confus. « Attends, quoi ? Vous resterez tous les deux dans ce palais de justice sous surveillance ?» interrompit le juge d'une voix neutre, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. « Je ne crois pas que tu comprennes, » dit Callen d'une voix plus forte. Elle avait de la coque-dent. Beckwith frappa du marteau. L'audience est levée. Le silence qui suivit fut pesant et pesant. Tasha ne regarda aucun des 2 hommes en passant devant eux. Talbert les suivit d'une voix douce, « Nous extrayons des données de leur serveur de commissariat. Nous avons déjà saisi leur relevé textuel. Si la moitié de ce qu'ils contiennent correspond au dire de nos informateurs, ils sont finis. » En arrivant dans le couloir, Talbert ralentit. « Ravi que tu aies gardé ton calme, » dit-il. Tasha ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux sur les menottes qui pendaient à son poignet, puis sur la porte par laquelle il venait de sortir. « Il pensait que j'étais juste une femme comme les autres, avec la mauvaise voiture et la mauvaise histoire. Et maintenant, ce ne sont que 2 hommes avec le mauvais métier et le mauvais avenir, dit-il doucement.
Mais Tasha ne pensait plus à eux. Elle pensait déjà à la suite. Lorsque Tasha et Talbert sortirent, le soleil avait déjà atteint le sommet des arbres, projetant des ombres nettes sur les marches du palais de justice. 2 agents fédéraux attendaient près d'un SUV noir banalisé. L'un d'eux tendit un dossier à Talbert. « J'ai consulté les registres du commissariat comme vous l'avez demandé », a déclaré l'agent. « Vous aviez raison. La carte magnétique de l'agent Callen a permis d'accéder à la salle d'épreuve 7 fois le mois dernier, dont 2 fois les jours où il n'était pas censé travailler. » Tasha prit le dossier et parcourut les horodatages, les comparant aux notes qu'elle avait accumulées pendant des mois. Le nom de Sharp apparut également, lié à une réserve confisquée lors d'une descente près de Méridian. La drogue avait été marquée pour destruction, mais n'avait jamais été enregistrée comme telle. « Ils ont monté un système », murmura-t-elle. « Ils ont utilisé l'uniforme comme un passe-droit pour voler et revendre, ils ont brouillé les pistes avec des arrestations mineures, ils ont dissimulé des preuves, ils ont fait pression sur les accusés pour qu'ils acceptent des accords de plaidoyer. » Talbert hocha gravement la tête. « Ce n'est pas seulement eux. Ils font partie d'un tout plus vaste groupe. Nous avons également des rapports provenant des comtés de Choctaw et de Loon, même tendance, même silence. » Au tribunal, Sharp et Ken étaient interrogés séparément. Un agent fédéral s'était déjà glissé dans une pièce adjacente avec une tablette, transférant les données de la caméra corporelle de Callen sur un ordinateur portable de la police scientifique. Tasha n'avait aucun doute sur ce qu'ils allaient découvrir. De retour dans la voiture, elle a sorti son téléphone jetable crypté d'un sac de preuves scellé, toujours verrouillé, toujours intact. « Ils ont essayé de le faire passer pour une preuve irréfutable », a-t-elle déclaré. Ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait réellement. Talbert jeta un coup d'œil. « Tu veux être celui qui appelle ?» Elle secoua la tête. « Pas encore. Je veux d'abord le vérifier moi-même. » Proprement, soigneusement. Il comprenait. C'était personnel maintenant. Ils se rendirent dans un bureau sécurisé, juste à l'extérieur de Demopulo, où une petite équipe recueillait des informations auprès des habitants depuis 3 semaines. Derrière une épaisse porte en acier et 2 niveaux de sécurité, Tasha s'installa enfin à un vrai bureau. Les murs étaient tapissés de tableaux, de dates, de noms et de photos de contrôle. Au centre était accroché un tableau en liège avec de fines lignes rouges reliant les agents aux dealers et les dealers aux biens saisis disparus sans laisser de traces. Son nom n'y figurait pas, c'était ainsi qu'elle préférait. Talbert l'observa tandis qu'elle examinait des fichiers numériques, marquait des emplacements et recoupait les mouvements suspects avec d'anciens signaux GPS. Elle recoupa les relevés téléphoniques de l'appareil personnel de Ken grâce à une assignation à comparaître accordée il y a seulement 1 heure et découvrit une douzaine d'appels adressés à un homme connu sous le nom d'Elia Burke. Son nom de rue était Ghost, un fournisseur ayant des contacts connus à Mobile et Pensacola. Voilà le lien entre Callen et la chaîne du trafic. Pas seulement un vol, pas seulement une intimidation, mais un véritable transfert de marchandises entre les États, un crime fédéral. « Il est cuit », dit Talbert. « Non », répondit Tasha. « Il s'est cuisiné lui-même. » Un analyste junior est entré avec 2 dossiers. « Témoignage préliminaire d'une des femmes que nous avons arrêtées le mois dernier », a-t-elle déclaré. Son récit concorde, même tactique, menace, perquisition forcée, absence de mandat. Tasha prit le dossier et expira lentement. Ils n'abusaient pas simplement de leur pouvoir, a-t-elle déclaré. Ils s'en servaient comme couverture, et ils auraient continué leur route si je n'avais pas été arrêté. Talbert croisa les bras. Ils se sont trompés de femme. Elle hocha légèrement la tête, puis baissa les yeux sur ses notes. Je ne veux pas qu'ils soient simplement poursuivis. Je veux que toutes les affaires qu'ils ont traitées soient rouvertes. Chaque personne qu'ils ont réduite au silence mérite mieux. Il n'a pas discuté. Dehors, le soleil baissait, projetant une lueur dorée sur le parking. Tasha resta près de la porte et contempla longuement l'horizon. Il ne s'agissait plus seulement de Ken et Sharp. Ça ne l'a jamais vraiment été, car lorsqu'on abuse du pouvoir suffisamment longtemps, le silence cesse d'être une option, et il y a toujours quelqu'un qui riposte. 3 semaines plus tard, Tasha Ellison se tenait devant le même palais de justice où elle avait été autrefois exhibée enchaînée. Pas de menottes cette fois, pas de combinaison orange, juste un simple tailleur bleu marine et un regard calme et posé. Elle n'était pas là pour témoigner, cette partie était terminée. Callen et Sharp avaient été officiellement inculpés de multiples chefs d'accusation fédéraux, falsification de preuves, violation des droits civiques, complot en vue de distribuer des stupéfiants et obstruction à la justice. La salle d'audience était bondée ce jour-là.
Journalistes, familles, avocats, avec trop de dossiers en main et pas assez de temps pour les traiter. Ces deux hommes étaient désormais enfermés dans des cellules séparées, dans des établissements différents, isolés, privés de tout pouvoir. La presse les qualifiait de « flics corrompus ». Mais pour Tasha, ce terme semblait toujours trop facile, trop propre. Leurs actes ont eu un impact considérable. Ils ont ruiné des vies. Certaines d'entre elles étaient encore derrière les barreaux, faute de badge fédéral caché dans leurs valises. Devant le palais de justice, un groupe de lycéens attendait le début de leur sortie scolaire d'éducation civique. Une jeune fille noire, d'environ 15 ou 16 ans, remarqua Tasha en passant. Elle murmura quelque chose à son amie, qui se retourna également pour la regarder. Tasha ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle se contenta de croiser le regard de la fille, de le soutenir et d'acquiescer à un vrai signe de tête de quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti plus sain, pas plus froid. De retour à Jackson, elle retrouva enfin son appartement. Les lumières étaient toujours réglées sur minuterie. Ses plantes étaient encore vivantes. La valise qu'elle avait transportée cette nuit-là était restée intacte dans le couloir. Elle l'ouvrit lentement et trouva le blazer qu'elle portait lors de son arrestation, encore plié. Elle le sortit, passa la main sur la manche, puis le jeta dans une poubelle marquée « pièce à conviction », non pas pour le tribunal, mais pour elle-même. Le lendemain matin, elle a appelé Talbot. « Je prends 2 semaines, dit-elle. Tu en as gagné 6. Je me contenterai de 2, puis je reviendrai. » Il n'a pas discuté. Tasha n'a pas pris de congé parce qu'elle avait besoin de repos. Elle l'a fait parce que le travail serait toujours là et qu'elle avait besoin de le regarder avec lucidité, sans émotion, juste les faits. Mais la vérité persistait. Elle avait failli être effacée. Un contrôle, 2 badges truqués, un sac caché et cela aurait pu être la fin. Pas de procès, pas de gros titres, juste une femme de plus dans le système. Personne ne la questionnait. Personne ne la croyait. Cette réalité est restée avec elle. Elle a passé une journée à rendre visite à 3 femmes dont les charges avaient été abandonnées depuis la révélation de son affaire. L'une d'elles, mère de 4 enfants, a pleuré pendant près de 10 minutes avant de pouvoir dire merci. Une autre avait passé 9 mois dans un établissement pénitentiaire public, des accusations désormais démenties. Tasha lui a remis une enveloppe scellée contenant des contacts pour une aide juridique, une aide au logement et quelqu'un pour l'accompagner dans le prochain chapitre. C'était ça la justice, pas seulement des tribunaux et des verdicts, mais rendre aux gens leur intégrité, même lorsqu'ils avaient été brisés par ceux qui portaient le mauvais uniforme. Plus tard dans la soirée, elle était assise sur sa véranda, une tasse de thé à la main, scrutant la rue sans raison apparente. Son quartier était calme, pas silencieux, juste paisible. Une voix résonnait dans sa tête, c'était encore celle de son père. Les gens vous jaugeront avant même que vous ouvriez la bouche. Mais lorsqu'ils découvriront qui vous êtes vraiment, assurez-vous que cela les rende humbles. C'était la leçon, ni vengeance, ni indignation, juste la vérité, froide, claire et nécessaire. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Plus maintenant. La vérité avait déjà eu cet effet sur elle, car le pouvoir n'intimide que lorsqu'on ne connaît pas le sien. Parfois, la patience est l'arme la plus puissante. Si vous regardez ceci, rappelez-vous, ne présumez rien. Ne reculez pas. Et si quelqu'un essaie d'écrire votre histoire à votre place, prenez la plume et terminez-la vous-même. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, car certaines vérités doivent être dites à voix haute.